Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des 3 révolutions informatiques qui vont vous faire passer de la programmation synchrone, ce qu'on appelle séquentielle, celle qu'on a toujours appris en premier, c'est-à-dire qu'on écrit un programme et on espère que ça s'exécute comme on l'a écrit, à une programmation asynchrone, on appelle parfois concurrente, parfois on l'appelle parallèle. Alors là, du coup, la programmation, elle ne sera pas comme vous l'avez écrit, va dépendre d'autres événements qui seront donc asynchrones. Pour comprendre tout ça, il y aura toujours un mot commun dans ces 3 programmations asynchrone, concurrente ou parallèle, c'est une notion de processus. Donc il faut d'abord comprendre ce que c'est un processus. C'est très simple. Nous, informaticiens, quand on écrit un programme. Dans un programme, il y a des fonctions. D'accord? Il y a des instructions, puis après ça en fait des fonctions. Vous avez une notion de classe aussi quand on fait la programmation orientée objet, ou de module. Tout ça, c'est écrit et on les met dans la mémoire flash ou dans le disque dur de votre ordinateur. Dès l'instant où c'est exécuté, où un morceau simplement du programme est exécuté, vous chargez un module, vous commencez à l'exécuter, vous chargez une fonction, vous commencez à l'exécuter, à ce moment-là, ça devient un processus. Alors vous allez me dire, un processus, finalement, c'est juste une partie d'un programme en cours d'exécution. C'est ça la réelle définition. D'accord? Mais pourquoi on a voulu distinguer processus et programme alors? Puisque c'est juste un morceau, on aurait pu très bien dire fonction ou voilà, module en cours d'exécution. Tout simplement parce que quand vous voulez faire par exemple en programmation orientée objet, si j'utilise 3 fois, si j'instance 3 objets, j'ai bien utilisé la même classe que j'ai écrit qu'une seule classe, et pourtant j'ai créé 3 processus puisque j'ai créé 3 objets différents. En fonction de programmation asynchrone, on verra qu'on pourra utiliser plusieurs fois les mêmes fonctions, et donc créer plusieurs fois des programmes, des processus différents avec la même fonction. Et donc on est bien en programmation asynchrone. Ok? Voilà. Voilà pourquoi il fallait distinguer des processus et des programmes. D'accord? C'est bien distinct. Programme, c'est ce que vous écrivez. Processus, c'est ce qui existe, c'est ce qui est en cours d'exécution. Alors, quelles sont ces 3 révolutions? Alors, il y en a eu 3 parce que, elles ne sont pas dans l'ordre. Hein, je ne sais pas du tout l'ordre qu'il faudrait mettre là-dedans. Il y a une notion d'abord de multitâche. On parle de multitasking. Alors, c'est une notion qui vient de Wikipédia, hein, tout simplement. J'ai juste quasiment recopié. Hein. Un système d'exploitation multitâche, ça permet d'exécuter de façon apparemment simultanée plusieurs programmes informatiques. Hein, pour vous et pour moi, quand on est être humain, on voit les choses plutôt lentement. Un processeur, lui, peut vous faire croire qu'il va très vite, qu'il fait plusieurs choses en même temps, parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il alterne entre différentes tâches à faire, et donc vous fait croire qu'il fait plusieurs choses. Hein. D'accord? Si maintenant je suis en train de télécharger un truc et en même temps regarder une vidéo et en même temps autre chose, vous avez l'impression que tout ça se fait de manière complètement finalement parallèle, mais en réalité, ce processeur va basculer d'une tâche à une autre tâche en permanence. Le passage d'une tâche à une autre tâche, on appelle ça une commutation de contexte. Ça veut dire qu'en gros, quand le processeur change de contexte, quand il est en train de faire une chose, par exemple télécharger, et en même temps vous voulez afficher autre chose sur l'écran, il va faire 2 choses. Donc il va mémoriser ou s'arrêter dans le téléchargement pour faire l'affichage sur votre écran, puis après il va reprendre la suite du téléchargement et ainsi de suite. D'accord? C'est ça la notion de multitâche, et c'est ça aussi cette notion de commutation de contexte. Les premiers multitâches étaient ce qu'on appelle appelait ça de la multitâche coopérative. Et après, on est passé au multitâche préemptif. Donc, il y a bien 2 concepts, un concept de coopératif et de préemptif. Alors, le coopératif, il n'est pas mort parce qu'on est passé au contexte préemptif. Simplement, le coopératif, il est destiné à des systèmes d'exploitation assez petits. Et ça tombe bien, nous, on a un système tout petit, puisqu'on là-dedans, on ne va pas mettre grand-chose. Hein. Donc, les commutations de contexte peuvent être, je vous l'ai dit, coopératives. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que c'est vous, en tant que programmeur, qui allez définir à quel moment on cède le temps processeur pour qu'il aille faire une autre tâche. Vous avez des tâches, vous les avez vous-même prédécoupées à quel moment vous allez les découper. Et donc, à quel moment le processeur va pouvoir s'occuper d'une tâche, puis une deuxième tâche, puis une troisième tâche, etc. C'est vous qui allez le définir à l'avance. Vous êtes dans du coopératif. Mais bien sûr, le système d'exploitation est tout petit, là, il a juste à gérer l'ordre des tâches. Il contrôle le temps où ils en sont, il dit « Ah ouais, je le fais dans l'ordre, on me l'a demandé ». Un système d'exploitation digne de ce nom, lui, il est plus du tout en coopératif, il est passé en préemptif. En fait, il va observer ce que vous êtes en train de faire et en fonction de ça, il va donner des priorités aux tâches.
et dire, il faut mieux faire cette tâche-là en priorité avant la seconde. Et donc, c'est pas le programmeur qui définit quand est-ce qu'on va couper une tâche, s'arrêter. C'est bien le programmeur qui va dire, on s'arrête là, tant pis, j'ai pas le temps de m'occuper du reste, je vais faire ça plus tard, je sauvegarde mon contexte dans lequel je suis et je passe à une nouvelle tâche. Évidemment, il faut de la puissance, et évidemment, il faut un système d'exploitation suffisamment intelligent. C'est votre cas quand vous êtes sur vos ordinateurs, hein, quand vous changez d'onglet, la première chose qu'il va faire sur votre explorateur, c'est dire, OK, la priorité, c'est afficher le nouvel onglet. Et l'onglet qui est en dessous, ben, limite, finalement, c'est pas très grave, si je prends du temps pour l'exécuter, je le ferai après. Donc voilà, ça, c'est du préemptif, il va réfléchir et va se dire, quelles sont les priorités, à quel moment, le temps processeur, à quelle destination je dois le donner, quoi, à qui je dois le faire. En micro-Python, évidemment, on est sur tout petit, micro déjà, hein, on comprend bien ce qui se passe derrière. On sera sur du multitâche coopératif, d'accord, parce qu'on est en micro, hein, d'accord. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose comme mémoire. Hein. Par rapport à un ordinateur classique, pour vous donner une idée, on est au minimum, hein, actuellement, on est genre de 16 000 fois plus petit, quoi. Donc voilà, donc c'est ridicule, quoi. Hein. Ici, il n'y a pas grand-chose comme mémoire, il y a 256 kilos. Hein, voilà. Donc pareil à votre ordinateur, vous comprendrez tout de suite. Comme on est en du multitâche coopératif, chaque tâche doit pouvoir se décomposer en processus légers. Dans ce cas-là, on appelle ça des coroutines. Coopératif, coroutine, vous trouverez vite le lien. Que le processeur sera amené à exécuter tour à tour. Il va vous donner toujours l'intention de faire du multitâche, hein, mais en réalité, c'est vous qui allez définir à quel moment vous le faites. Donc vous allez anticiper les moments où on va changer de tâche, d'accord, en prédécoupant, et vous allez explicitement préciser ce moment-là. D'accord, vous dire, ah, c'est à ce moment-là que tu as le temps de le faire. Bon, il y a des moments qui sont faits pour, hein, par exemple quand j'attends. Si j'attends, c'est un moment où il ne sert à rien. Donc là, autant le dire, ouais, on va pas attendre, cède la tâche à quelqu'un d'autre, tu reviendras chez moi quand tu auras attendu assez longtemps. D'accord, quand tu auras passé assez de temps. C'est comme ça qu'on va faire, en général. Dans beaucoup de cas, ça sera le cas. Hein, on fera comme ça. On va mettre en place, donc, on va mettre en place ce système-là. On va bien sûr gérer aussi le partage de données communes. Évidemment, quand on va gérer plusieurs tâches qui vont être en parallèle, et si je veux accéder à une même donnée en écriture, il faut que je définisse qui va écrire. Parce que je ne peux pas écrire en même temps. Ça, c'est pas possible. Il faut dire, toi, tu vas écrire en priorité, parce que tu es prioritaire, ou parce que tout simplement, tu es là avant l'autre, donc on va lui dire, je verrouille la donnée, écris dedans, comme ça l'autre, même si une tâche a fini, la seconde tâche a fini, elle ne peut pas écrire parce que tu as verrouillé la donnée. C'est comme ça qu'on va faire, en réalité. Hein. Il y a une deuxième notion importante, ce qu'on appelle ça la notion d'asynchrone. Et là, vous allez dire, ça ressemble beaucoup à une multitâche, l'asynchrone, hein, c'est la même chose finalement. Non, c'est pas tout à fait pareil, on attend des événements. C'est pour ça que la notion est un petit peu différente. On attend quelque chose d'extérieur qui va nous provoquer le fait qu'on va changer de choses. Par exemple, on attend un événement, quelqu'un appuie sur un bouton. Ça, on ne sait pas à quel moment il va le faire. Hein. On se dit, bon, on va attendre. Mais on va pas autant faire autre chose en attendant. D'accord? Donc voilà, un serveur web. Quand vous envoyez une page, vous êtes serveur web et vous attendez un client, vous allez attendre peut-être longtemps ce client avant qu'il arrive. Donc voilà, mieux d'attendre, on va faire autre chose. Vous attendez la fin d'une autre fonction, typiquement. Hein, lui, il n'a pas fini sa fonction, il n'a pas fini son calcul, sa tâche, donc pendant ce temps-là, moi j'attends. Voilà. Donc c'est des moments où on peut dire, libère la place pour faire autre chose. Ou tout simplement la fin d'une tempo. Hein. Vous voulez faire clignoter quelque chose, vous voulez faire quelque chose avec un intervalle régulier. Ce temps où on attend, puisque finalement ça va être un intervalle régulier, on va pouvoir libérer le temps processeur pour faire autre chose. Ça, à chaque fois, ce sont des moments qu'on va pouvoir libérer assez facilement. D'accord ? Et assez facile de penser que, au lieu d'attendre, libère la place pour le processeur pour faire autre chose. Donc, en général, tous ces temps d'attente provoquent ce qu'on appelle des entrées-sorties bloquantes. Donc, on va les éviter. D'accord ? Donc, nous, on a des tâches ici qui vont apparaître. On va dire on a plusieurs choses à faire. Et au moment où on va attendre ce moment-là. Quand ce moment-là arrive, hop, c'est fait. Donc, je vais libérer. J'ai attendu suffisamment, ou j'ai fait quelque chose, j'ai eu ce moment qui est arrivé. Le reste de ma tâche, je vais pouvoir l'attendre. Donc, je vais attendre un peu plus longtemps et je vais passer à la tâche numéro 2. Dans la tâche numéro 2, j'ai programmé carrément le moment où ça va s'arrêter. Donc, le processeur va exécuter tout ça. Il arrive ici, il dit, il faut que j'attende. Donc, je vais la ranger, je vais commencer la tâche 3. La tâche 3, je vais peut-être l'exécuter entièrement parce qu'elle est assez rapide et puis parce que je ne peux pas programmer de temps d'attente là-dedans. Elle est comme ça, on doit faire d'un coup. Ok, je l'exécuterai d'un coup et puis après, je continuerai ma tâche que j'avais mis dans ma file d'attente. On appelle ça une pile.
On attend dans une pile, on empile les données, les tâches à faire, et on les exécute au fur et à mesure. Ok? Jusque-là, ça va. D'accord? Pour éviter de bloquer le système, on va créer des processus asynchrones. Ok? Il est important d'anticiper cette notion d'asynchrone. Bien sûr, c'est à vous d'y penser, je le dis, hein, c'est vous qui allez programmer ça. Vous allez définir les moments, en général c'est les temps d'attente, je vous l'ai dit, hein, où l'on cède le temps processeur à une autre tâche. D'accord? Il faut penser à la structure il faut bien sûr, en définissant la structure du processus, pouvoir être mis en parallèle. Il est évident que si la tâche 2 dépend de la fin de la tâche 1, alors à ce moment-là, ça ne sert à rien de mettre la tâche 2, de démarrer la tâche 2 ici. Hein, autant dire, attends, d'abord finir la tâche 1 et puis on va la mettre beaucoup plus haut. D'accord? Donc ça ne marche pas, ça. D'accord? On va dire, non, il faut que j'attende la tâche 1 complètement finie avant de démarrer la tâche 2. Donc ok, ça ne sert à rien de la démarrer et de faire quelque chose à moitié. On va anticiper aussi le partage de données communes. Évidemment, si deux tâches accèdent à une même donnée, là aussi, c'est pas possible. Hein, il va falloir lui dire, attends, c'est moi qui suis prioritaire. Quand j'écris, je t'interdis d'écrire. Et puis on va mettre un outil de gestion, on appelle ça un planificateur de tâches. Il y a une troisième révolution qui a eu lieu, c'est le multicœur. Un processeur n'a pas en général qu'un seul cœur, on en a plusieurs. Au minimum deux, même pour ces petites machines qu'on va utiliser, hein, des microcontrôleurs, elles en ont deux. Que ce soit le ESP32, le Raspberry Pi Pico, elles en ont deux. Et puis quand vous prenez un i7 par exemple, il en a 4. Plus des pseudos. Alors bon, c'est plus que 4 en réalité. Hein. Mais voilà. Mais c'est parce qu'il y en a 4, plus qu'après ils partagent en virtuel. C'est encore une autre notion. On va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, le virtuel c'est un autre domaine, encore une fois. Donc, on appelle ça à ce moment-là des threads. Alors, encore, on va changer de nom. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur la machine, on est vraiment au cœur, au plus bas de ce qu'on peut faire, hein, quasiment. Donc, on parle de threads. Et puis, en C, par exemple, où on est complètement dedans, on est aussi toujours des threads. C'est pour ça qu'il y a une notion le mot a changé. Pourquoi on ne parle pas de tâches, mais de threads? C'est parce que voilà, on est encore plus bas. Et on a deux threads. Généralement, on appelle ça le cœur 0 et le cœur 1. Et puis, on peut en avoir comme ça, ainsi de suite. Les machines qui en ont beaucoup, les cartes qui en ont le plus, ce sont les cartes vidéo qui traitent, donc de la vidéo, qui traitent des morceaux d'écran. Et elles ont beaucoup plus de cœurs. On peut monter à plusieurs milliers de cœurs. Et ça, c'est intéressant actuellement pour faire ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On a besoin de beaucoup de cœurs et on a besoin aussi de très grandes bandes passantes entre les cœurs. C'est pour ça que ces cartes-là sont bien adaptées. Elles communiquent de manière très très rapide. Bon, revenons à nos moutons. Quand on parle de multicœur, on peut faire deux choses en parallèle, mais alors vraiment en parallèle là pour le coup. Hein. Mais il y aura toujours un problème, c'est par exemple l'accès à une donnée commune. D'accord? Il faudra penser à ça. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle, c'est là qu'on parle aussi de programmation concurrente. Hein. Elles sont concurrentes dans la mesure où elles se lancent en même temps peut-être, mais qui arrive en même temps à une donnée? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais? Comment accéder à la donnée? C'est la concurrence qui est en jeu. Est-ce que c'est important ou pas important? C'est à vous de le gérer. C'est à vous de savoir ce que vous êtes en train de faire. D'accord? On parle de thread et on parle généralement de processus léger. C'est là qu'on en parle le plus souvent. Hein, d'accord? Et on parlera parfois en français, on dit fil d'exécution. Mais c'est la même chose tout ça. Alors il y a dans tous ces cas de figure, dans tous ces trois cas qu'on vient de voir, un changement de paradigme de programmation. C'est bien sûr votre façon de penser le programme qui va être importante. Et donc, paradigme de programmation. Vous êtes passé d'une programmation synchrone, où vous disiez, il se fait ça, à une programmation asynchrone ou concurrente, puisque vous pouvez dire, ah tiens, en faisant ça en parallèle, je pourrais faire ça et ça ensemble. C'est quand même sympa, cette idée-là. Hein. La notion de programmation impérative, où on écrit ligne par ligne, existe toujours, hein, puisque dans un thread, il y a toujours une ligne par ligne. Hein. On peut faire aussi la programmation orientée-objet, même dans des threads, il n'y a pas de problème, ou en multitask, on fait toujours la programmation orientée-objet, donc tout ça est toujours valable, d'accord, il n'y a pas de souci. Quels sont les avantages? Mais il y a plein d'avantages, hein, on l'a vu. Hein. Optimiser le temps de processeur, ok, super cool. Hein. Satisfaire les contraintes temporelles, ouais, puisque si j'ai des problèmes de temps à gérer, ça doit aller vite, pas de souci, je peux le faire. J'ai déjà utilisé plusieurs cœurs. Éviter de les bloquer sur des entrées-sorties, ouais, on avait dit, si des entrées-sorties peuvent être bloquantes, on va les éviter, justement, en mettant du multitâche. Mettre des choses en parallèle, oui, c'est évident, si on a multicœur, on pourra mettre en parallèle. Et puis, permet de simplifier la structure d'un programme. Là, ça paraît peut-être pas évident, mais vous allez voir qu'il y a des cas où, au contraire, j'ai deux choses à faire, deux threads, parfait, allez hop, c'est parti. Donc, finalement, ce sera peut-être plus simple. Ouais. Enfin, en bibliothèque, en MicroPython, on sera sur thread avec un tiret du bas.
En Python, on est sur threading. En micro Python, on est sur U, puis comme micro, asynchrone IO, et en Python, on sera sur asynchrone IO, tout simplement. Une chose importante qui arrive souvent sur ces cartes-là, quand vous allez les tester, dans ces deux modes-là, souvent vous êtes amené, quand il y a des bugs, à débugger. Et débugger, c'est pas simple puisque vous êtes asynchrone et vous savez pas quel programme va être en avance sur le suivant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas gérer. Hein. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Quand vous avez vraiment des petits soucis, n'hésitez pas à utiliser un genre imprint en mettant le temps. Hein, c'est pour ça que j'ai mis cette fonction-là ici. Je mémorise le temps et là, je mets ma position où je suis. Je suis dans la fonction machin ou dans la tâche un tel et puis je mets mon temps. Et ça affiche sur votre shell, ça permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement, ce qui se passe. Bien que l'asynchrone fait que la chronologie n'est pas forcément respectée. Hein. C'est bien le problème de l'asynchrone. D'où aussi les problèmes qu'on peut rencontrer quand on veut débugger un programme asynchrone. Oui, mais par définition, le fait d'être asynchrone, logiquement, est quasiment indébuggable, puisqu'on ne peut pas tester tous les cas différents qu'il pourrait rencontrer d'asynchrone. D'accord ? On peut tester un programme, il n'y a pas de souci, mais tous les cas asynchrones, comment faire ? Puisque c'est asynchrone, mais si c'est un être humain qui intervient, à quel moment il va intervenir, bon, ça commence à être compliqué à gérer. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, ce qui veut dire que derrière cette vidéo, on va rencontrer des vidéos sur le threading, sur le thread, et puis des vidéos sur UAsynchrone.io. Donc quand vous aurez étudié tout ça, là vous serez des bons, hein. Vous serez passé en programmation asynchrone, et là, c'est un nouvel champ de travail qui peut s'ouvrir devant vous et qui peut-être vous simplifiera la vie.